Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de RMC Sport Combat. On est ravis aujourd'hui d'être avec William Gomis qui va faire son 5e combat à l'UFC. Ce sera dans la nuit du 1er au 2 mars, bien sûr sur RMC Sport en direct à l'UFC Apex de Las Vegas contre l'Américain invaincu Haider Hamil. Comment ça va William déjà? Comment s'est passé? Question rituelle, mais comment s'est passée la préparation? Est-ce que tous les voyants sont au vert? On est à 2-3 jours de ton départ pour Las Vegas. Exactement, tout est ouvert, je me sens super bien, on a perdu du poids et on est prêt à faire la guerre, hein. Maintenant c'est les derniers réglages stratégiques et on y est. On t'avait laissé en fin septembre dernier à l'UFC Paris cette superbe victoire sur Joe Anderson Brito. Comment s'est passé un peu ton emploi du temps depuis? Est-ce que tu es retourné tout de suite à l'entraînement? Tu as pris un peu de repos? Raconte-nous un peu ça. J'ai pas pris beaucoup de repos, voilà, j'ai fait un petit tour à Londres mais je suis revenu assez vite et ensuite entraînement parce que voilà, l'objectif on s'en approche et donc faut pas s'arrêter là, faut pas s'arrêter maintenant. On va parler de ce combat. D'abord, on va commencer par ce combat contre Haider Hamil. Je le disais, invaincu 10-0 en carrière en MMA, qui est passé par les Dana White Contender Series pour rentrer à l'UFC. Il est à 2-0 à l'UFC. Est-ce que c'était déjà la première proposition? Est-ce que tu peux me raconter comment s'est fait ce combat? Est-ce que c'est le premier adversaire qu'on vous a proposé? Tu as tout de suite dit oui. Comment ça s'est passé? Exactement, c'est le premier adversaire qu'on m'a envoyé, j'ai reçu et j'ai dit oui, comme d'habitude. Après la victoire contre Brito, on pouvait s'attendre à mieux, entre guillemets, en termes d'adversaire, en termes de renommée, tu vois, d'adversaire. T'as été un peu déçu ou pas de ce qu'on t'a proposé? Pas forcément, donc oui, je m'attendais à quelqu'un de mieux classé, mais c'est pas un souci, je vais prendre les adversaires qu'on me donne, ça me rend plus prêt, on va dire. Donc voilà, c'est un entraînement, on va dire, c'est un entraînement comme un autre. Tu t'étais imaginé qu'on aurait pu te donner un top 15 ou tu voyais que c'était encore trop tôt? On aurait pu me donner un top 15, maintenant si je dois faire quelques combats pour arriver au top 15, voilà, ça m'entraîne pour la suite en fait. Donc c'est des adversaires forts comme Brito, donc voilà, c'est des bons tests pour moi, donc je m'en sers pour avancer. Oui, tout à fait. C'est intéressant parce qu'on a des combattants aussi qui se disent je veux avancer le plus vite possible et monter le plus vite possible. Toi, tu es aussi un peu dans l'esprit de te dire je construis pas à pas et au moins quand j'y arriverai dans ce top 15, je serai plus que prêt. Exactement, il n'y a pas le feu. C'est-à-dire que si on me donne un adversaire, c'est qu'on pense que je peux le battre. Voilà. Et si je le bats, ça confirme que je suis assez fort pour aller un cran au-dessus. Donc voilà, chaque chose en son temps. Ça viendra quand ça viendra, mais en tout cas, je serai prêt dans tous les cas. Haider Hamil, donc l'américain, ton adversaire. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui, voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui l'ont jamais vu combattre? Quel type d'adversaire on peut s'attendre contre William Gomis? Alors, c'est un adversaire assez coriace, c'est un adversaire agressif. Voilà, il a fait 2 combats à l'UFC, il a mis 2 KO. Donc voilà, il ne faut pas le sous-estimer. Maintenant, je pense avoir toutes les armes pour le détruire. Ouais, je sais, j'ai vu certains de ses KO, ça frappe fort debout. Mais je faisais presque un parallèle avec Brito, qui frappait fort aussi, mais qui n'a pas été du tout à l'aise face à ton style aussi de striking très délié. Je sors, je rentre, je touche. Ça, on peut faire un petit parallèle? On peut faire un petit parallèle. C'est vrai qu'il y a un peu de Brito là-dedans, parce que voilà, il est un peu plus petit que moi, il est brut, il avance. Oui, bien sûr, il y a clairement, ça s'en approche. Il est en dessous de toi au classement. Qu'est-ce que tu t'attends en cas de victoire? Ça peut être une porte d'entrée pour le top 15 ou tu penses qu'il y aura encore une étape après ça, William? Ça peut être une porte d'entrée pour le top 15. Maintenant, il faut que je fasse le combat que je veux faire. Voilà. Il y a gagné et gagné. Donc, je veux gagner encore plus fort. C'est-à-dire que je pense avoir fait une belle victoire avec Brito, mais je veux faire encore mieux. Mettre encore plus ce point d'exclamation, peut-être le finish. Exactement. Montrer qu'il y a un écart de niveau et je pense qu'il n'y a que ça qui pourra faire que j'avance. On a beaucoup de Français maintenant classés à l'UFC. Ça, on a vu Nora Cornol qui est entrée dernièrement. On a encore Benoît, Manon qui va faire la ceinture. Manon aussi, ouais, Cyril, je te poserai une petite question à la fin là-dessus. Et c'est une motivation supplémentaire quand tu les vois tous là, tu vois, grimper les classements à dire les gars, je veux être avec vous quoi. C'est une motivation. C'est surtout que je me dis qu'on montre enfin au monde entier que la France a vraiment sa place à l'UFC et au plus haut niveau. On le voit ça de partout. Déjà, on l'a vu avec Cyril, on l'a vu avec Nassourdine, Manon. Voilà, ça avance et on est tous là. Et à Fares, enfin, on est tous là. Et je pense qu'on va les surprendre. Ça, c'est clair que ça arrive en masse, en groupe du côté des Français. Tu devais affronter Jean Silva l'an dernier au Brésil, Joe Anderson Brito à Paris, là Haider Hamil. C'est des combattants qui ont une bonne réputation à chaque fois, qui sont vus comme des beaux prospects. On peut avoir l'impression que l'UFC te donne des bourbiers, mais je trouve qu'il y a deux façons de voir ce truc-là. C'est soit on le voit, il lui donne des bourbiers, ou soit on le voit, il lui donne des tests, et s'il les passe, ils prennent confiance en William, et ils se disent, William, il a de l'avenir, et il peut affronter des grands noms. Comment tu le vois, toi, ça?
Tu le vois comme des bourbiers ou tu le vois comme des tests positifs? Moi, je le vois comme des tests qu'on m'envoie, des tests qui ne sont pas forcément pour mon bien, mais je fais en sorte que ce soit pour mon bien. C'est-à-dire que c'est mon travail qui montre que cette chose était bonne pour moi. Exemple, c'est vraiment un exemple, hein, rien à voir. Euh, on va avoir un gars qu'on trouve fort, mais pas assez. On va lui donner quelqu'un de beaucoup plus fort et voir jusqu'où il peut aller, voir jusqu'où est sa limite. Et je pense que la mienne est plus loin et je la repousse à chaque fois. Voilà, maintenant je reçois beaucoup de messages et les fans me disent qu'on m'envoie des bourbiers, mais je trouve que c'est bon pour moi parce que ça montre que je peux toujours repousser mes limites et progresser à chaque combat. C'est un truc que t'aimes bien, un peu gâcher, tu vois, gâcher un peu la fête du prospect qui monte et qu'on voit favori contre toi et tu dis non, 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 ça va pas se passer comme ça. Je pense que c'est un truc que j'aime bien parce que ça me met au défi. Ça me met au défi quand on me voit à une cote à plus de 3 contre une cote à 1. J'aime ça en fait. Je me dis qu'ils se trompent et c'est pour ça que je leur dis de parier à leur maison. Si je tire un parallèle entre ton parcours à l'UFC et celui de Fares Ziam. Fares Ziam, lui, il a eu des défaites à l'UFC dans son début de parcours, ce qui n'est pas ton cas. Mais j'aime bien vos deux parcours parce que ces deux parcours, on avance pas à pas, on progresse combat après combat, on n'est pas pressé, on prend notre temps et pour arriver fort quand on devra arriver au gros combat et au top 15. Tu suis mon parallèle? Oui, oui, je vois très bien. C'est quelque chose qui te parle? Enfin, tu trouves qu'il est légitime? Je pense qu'il est légitime. En fait, ce que je me dis, c'est qu'il est intelligent. On ne se rend pas compte, mais au fil des combats, il progresse. À chaque combat, on trouve qu'il est meilleur. Enfin, je ne sais pas si ça le fait pour les autres, mais moi, je trouve qu'à chaque combat, il est meilleur. Et c'est exactement ce que je fais aussi. À chaque combat, je progresse et c'est comme ça qu'on va atteindre le sommet. On parlait de Paris, de ce combat contre Joe Anderson Brito, de ce côté bourbier que certains disent sur tes adversaires. T'étais pas favori du tout. Même en France, beaucoup de gens, pour le coup, voyaient Brito même pas gagner. Je vais parler français, William, ils te voyaient te rouler dessus. Comment t'as vécu ça? De pas, tu vois, t'es chez toi, tu devrais avoir le soutien de tout le monde et t'as l'impression qu'en fait, tout le monde se dit, bah William, il va se faire exploser, pour parler crûment. Comment tu l'as vécu? C'était, je m'y attendais. Et je m'y attendais. Après, j'ai été un peu surpris en arrivant dans la salle et j'entendais personne. C'est-à-dire que même le public s'est arrêté quand je suis entré. Ils se sont tous dit ah le pauvre, tu vois. Et j'entendais plus rien. Et là, je me suis dit c'est la fête. Là, je me suis dit c'est la fête parce que quand ça va changer, il y a tout le monde qui va hurler parce que ce sera plus. En gros, je vais les surprendre. Je savais que j'allais les surprendre et c'était pareil, bien sûr. On pouvait entendre dans tous les médias, les messages que je recevais. Enfin, tout le monde me disait soit ah t'es foutu ou bien Will il va se faire éteindre. J'entendais ça partout. J'ai screen pas mal de trucs et je les relisais parce que moi ça me fait plaisir. Je les relisais et je me disais ils vont voir. Ça touchait tout le monde, je te rassure, parce que moi j'ai même eu des messages parce qu'on avait osé dire dans l'émission, William il peut le faire, il peut largement battre Brito, on s'était pris une marée aussi derrière. Voilà, donc les gens n'y croyaient pas vraiment du tout. Comment tu vis toi ce fait de... C'est un autre parallèle que je tirerais avec Fares. J'ai l'impression que le public ou les médias MMA, enfin tout cet aéropage du MMA français croit moins en vous qu'ils croient en d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu le vis? En fait, le truc, c'est que je parle pas beaucoup de moi. On connaît pas forcément mon histoire. Donc tout le monde connaît William Gomis, souriant, qui gagne ses combats et qui est un peu timide quand il parle pas forcément de lui. Bien sûr quand c'est dans le positif pour dire que je vais gagner. Mais sinon, mon histoire, j'en parle pas. Et je pense qu'à la fin, quand je serai au sommet, quand j'arriverai à mon objectif et que je raconterai mon histoire, je pense que là, il y aura plus de hype et que les gens comprendront qui je suis vraiment. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. En fait, c'est aussi dans ta coin de la tête de te dire, bah, un jour ou l'autre, vous serez tous dans le train. Vous allez tous savoir pourquoi et jusqu'où on ira et qui je suis. Dans ta tête, tu te dis que tu es prêt pour quoi aujourd'hui, si on te demande pour prendre un top 15, pour prendre un top 10, comment tu vois ça, toi, dans ta tête? Bah écoute, ça dépend de chaque combattant. Chaque préparation prend du temps plus ou moins. Si c'est un lutteur, si c'est un striker, si c'est un gars qui fait des soumissions. Donc ça dépend ça dépend de la préparation. On va dire si j'ai beaucoup de temps de préparation, je peux prendre n'importe qui. En plus, on vient d'apprendre que le champion partait dans la catégorie, donc il va y avoir pas mal de mouvements. Donc je suis prêt à aller à tout niveau et j'ai confiance. Tu sais que si tu bats Haider Hamil à l'Apex de Las Vegas,
tu ne deviendras que le 4e Français à avoir commencé à 5-0 à l'UFC. Cyril Gane, Manon Fiorot, Francis Carmon et potentiellement William Gomis. C'est ce genre de stat auquel tu es sensible? C'est quelque chose qui te ferait plaisir? Bien sûr que ça me ferait plaisir, parce que voilà, ils ont fait plein de résultats, regarde où ils sont aujourd'hui. Bien sûr, ça me ferait très plaisir. Et, je suis tellement joueur que j'aimerais même faire mieux. On en levait encore dans la liste, être au sommet. C'est ton 2e combat à l'Apex. Tu as aussi fait tes 3 autres combats étaient à l'UFC Paris, donc devant ton public. D'ailleurs, tu es le seul à être à 3-0 à l'UFC Paris, des combattants français. C'est un grand écart en fait, parce que tu passes à chaque fois de 15 000 personnes qui sont enflammées pour les combattants français à une salle de 500 personnes où pas grand monde te connaît, puisqu'on est aux États-Unis en plus. Comment tu vis ce grand écart? Est-ce que toi, t'aimes bien l'Apex quand même? Tu vois, dans lequel des deux environnements tu préfères combattre? Ah, bah, je préfère l'UFC Paris, forcément. Maintenant, j'aime beaucoup l'Apex. J'aime beaucoup l'Apex parce que on entend clairement les coachs, on entend clairement les coups qu'on porte à l'adversaire, si ça a fait mal. Les sens, en fait, sont encore plus éveillés. Donc, j'aime beaucoup, ça m'aide parce que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, de stratégique. Et donc, je suis très focus. Donc, je sais que le travail là-bas, en général, je le fais bien. Quelle différence, juste ça, pour l'anecdote par exemple, mais sur la façon dont tu peux entendre tes coachs pendant un combat? Il y a une énorme différence, tu vois. Est-ce qu'à Paris, tu les entends quasi pas à cause de la foule, et là, à l'Apex, c'est très très clair? Je les entends à Paris grâce à ma concentration, mais parfois, ils ont besoin de répéter 2 fois. À l'Apex, ils me le disent une fois et je l'entends. Ouais, c'est quand même beaucoup plus simple. On est début 2025, William. L'année idéale 2025 de William Gomis, elle ressemble à quoi? L'année idéale de William Gomis, c'est tout simplement continuer sur mes victoires, atteindre le top 15 et continuer de me prouver des choses à moi-même, m'entraîner, progresser et devenir meilleur chaque jour. Il n'y a pas un objectif de classement, de nom que tu aimerais affronter? Il n'y a pas ça dans ta tête? Non, il n'y a pas de nom que je voudrais affronter. Comme je l'ai dit, je l'ai toujours dit, je veux tous les affronter. Ce qui m'intéresse, c'est d'avancer et moi de devenir meilleur. Vraiment, chaque jour, devenir meilleur, devenir encore plus fort en pied-point, plus fort au sol, plus fort partout, tout le temps. Et ça, ce sera une bonne année pour moi. Je le répète, tu es le seul qui a fait 3 victoires en 3 combats sur les 3 premières éditions de l'UFC Paris. C'est un truc que tu peux plus rater. Enfin, tu vois, quand on a vécu autant de moments d'émotion dans une salle comme ça, tu te dis c'est impossible. Chaque fois que l'UFC sera en France, à Paris ou ailleurs d'ailleurs, je serai sur la carte quoi qu'il arrive. Peut-être pas, ça c'est le destin qui fera le travail. En tout cas, c'est ta volonté. Donc oui, j'aimerais bien sûr, et j'aimerais être à l'UFC Paris à chaque fois. Ça, c'est toujours un plaisir. T'en parlais tout à l'heure, mais on a appris donc au moment où on fait l'interview, c'était la nuit dernière, que le champion de ta catégorie, Ilia Topuria, monte chez les moins de 70 kilos. Le titre va être remis en jeu entre Volkanovski, l'ancien champion, et Diego Lopez. Comment tu réagis à ça? Le compétiteur en toi, est-ce qu'il est pas déçu que Topuria quitte la KT parce que c'est forcément un nom qu'on aimerait affronter? Et comment tu vis ces changements au sommet de ta KT? Ben, c'est simple, il y a le compétiteur et il y a le gars un peu plus malin. Parce que voilà, Diego Lopez, il a été battu par Juan Anderson Brito, le dernier adversaire que j'ai moi-même battu. Donc, s'il prend la ceinture, ça va peut-être me raccourcir le chemin. Donc, voilà, peu importe ce qui se passe dans la catégorie, l'objectif reste le même. Et voilà, j'ai hâte de voir ce combat aussi. Et ce Volkanovski-Lopez, un avis sur ce combat? Tu vois plutôt l'ancien reprendre son trône ou le jeune loup prendre la couronne? Franchement, c'est un combat assez particulier, je trouve, parce que il faudrait que Volkanovski, on voit où il en est, parce que je trouve qu'il a pris des mauvais coups. Et donc, quand tu prends des mauvais coups, un rien peut t'éteindre. Maintenant, est-ce que Diego Lopez a ce qu'il faut, les skills en pied-point? Je ne pense pas. Par contre, au sol, il gère bien, sauf que Volkanovski bloque le jeu au sol ou te martèle. Donc je pense que Volkanovski va le prendre, mais ça reste dangereux, il peut éteindre la lumière, on ne sait jamais. On est quand même plutôt sur un Volkanovski sur la fin de parcours, vu son âge et son nombre de combats. Ilia Topuria vient de monter, Max Holloway est monté également, donc c'est les 3 derniers champions. J'ai l'impression que c'est une KT qui va potentiellement peut beaucoup bouger dans les 2-3 ans à venir. Je pense que ça va beaucoup bouger, je pense qu'il y a la nouvelle génération, tous les jeunes loups qui arrivent et voilà, c'est une nouvelle ère, on va dire. Et t'en vois un plus fort que les autres, hormis toi, parce que je sais que tu as cette confiance toi d'aller conquérir ce titre, mais tu vois un mec de cette nouvelle génération plus fort que les autres
et sur qui tu te dis, c'est peut-être lui qui va s'installer en tant que champion, pas forcément à long terme, mais au moins à quelques temps? Euh, en fait, le truc, c'est que il faut que ce soit un champion qui intéresse beaucoup le public. Donc, l'UFC aussi fait ses choix, donc c'est pas forcément le plus fort qui a la ceinture. Donc, je pense que si Diego Lopez gagne ce combat, il restera pour un petit moment. Il restera pour un petit moment. Mais on arrive tout ça. On a aussi appris une chose la nuit dernière, tu en as parlé tout à l'heure, c'est l'officialisation du combat pour le titre de Manon Fiorot. Deux petites questions, c'est est-ce qu'elle va le faire et est-ce que tu as un petit message pour elle d'encouragement aussi? Alors tout simplement, déjà, je pense qu'elle peut le faire. Elle peut vraiment le faire. Euh, je pense qu'en pied-point, ça va être une belle guerre. On va vraiment kiffer ce combat, je pense. Maintenant, je pense qu'elle est plus rapide et je pense aussi qu'elle a plus faim. Comme je parlais juste avant des générations, voilà, les deux, c'est peut-être la même génération, mais maintenant, ça fait longtemps qu'elle attend ce combat. Donc, je pense qu'elle va arriver avec les crocs, les dents longues, et on va avoir le droit à un spectacle. C'est sûr qu'elle aura Donc, plus faim que la championne qui est là depuis tellement longtemps. exactement. Donc, si j'ai un message à lui dire, c'est crois en toi et montre-leur ce que tu sais faire, tout simplement. On a Manon qui va donc le 10 mai disputer la ceinture, Nassourdine Imavov qui est très bien placé pour la faire dans les mois à venir. Cyril Gane peut potentiellement aussi reprendre un title shot selon ce qui va se passer chez les lourds, départ de John Jones ou pas, qu'est-ce que fera Aspinall. Tu penses que c'est important que Cyril a déjà été champion intérimaire, mais que c'est important que la France ait cette première ceinture incontestée à l'UFC et que ça va faire passer aussi un cap au MMA français? Bien sûr que c'est important. Plus on aura de ceinture et plus on sera respecté. Plus on aura de ceinture et plus le MMA sera connu en France. Plus on aura de ceinture et plus il y aura d'adeptes du MMA et de gars qui veulent s'entraîner en MMA. Donc ça peut que être bon pour nous et faire monter notre sport à tout niveau, mondial comme intérieur. Et plus on a de ceinture, plus on a de chance d'avoir un pay-per-view un jour peut-être. Exactement, et un UFC numéroté. Ça va ensemble. T'en parlais juste dans cette dernière question, ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. On est 5 ans après la légalisation du MMA en France, on sait qu'on est un des derniers pays à avoir légalisé ce sport. Par contre, il a explosé rapidement en 5 ans. Comment toi tu juges l'évolution de ce MMA en France? Est-ce que ça te plaît, ce que tu vois depuis 5 ans et où est la limite de ce sport dans les années à venir? Ce qui me fait peur, c'est que je ne vois pas de limite. Dans ce sport, je ne vois pas de limite. Je ne vois pas qu'est-ce qui va arrêter l'expansion du MMA. Donc, voilà, ça me fait plaisir. Donc voilà, moi ce que je vois, c'est que de plus en plus de personnes s'y intéressent. Je parle même avec des gens au hasard, ils s'y connaissent. Excuse-moi, t'es pas William Gomis, machin. Enfin, ça va super vite et ça fait plaisir qu'on s'intéresse à notre sport. Je peux te dire qu'un jour, le jour où le boucher de mon marché m'a parlé de MMA, j'étais un peu choqué, mais c'est le cas, je te l'assure. Donc ce sport se développe beaucoup, beaucoup, c'est évident. Et tu le vois comme, par exemple, dans le concret, comment ça se matérialise? Toi, dans la rue, t'es arrêté souvent, enfin, tu vois, comment ça se passe aujourd'hui, la vie d'un combattant de MMA en France qui est à l'UFC? T'es beaucoup reconnu? Franchement, c'est assez dingue de voir à quel point, même une fois, c'était une vieille dame, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Elle regarde le MMA, c'est pas possible. Et en fait, elle me dit oui, mais c'est mon petit-fils qui aime beaucoup le MMA, donc voilà, elle a reconnu mon visage. Je me dis mais c'est pas possible. Maintenant, il y a des dames qui vont aussi me reconnaître et même des vieux monsieur et tout. Enfin, c'est assez surprenant. Bon, les jeunes, voilà, ça me surprend moins parce que je sais qu'on est branchés. Mais quand c'est des personnes âgées ou des personnes un peu plus, plus vieilles, ça me surprend. Ça me surprend toujours, mais voilà, ça fait plaisir. Ils s'y intéressent aussi. William, on va terminer sur la question obligatoire chaque fois. Dans la nuit du 1er au 2 mars, sur RMC Sport, bien sûr. William Gomis contre Haider Hamil. Comment ça se termine ce combat, William? Ce combat, j'ai envie de vous laisser la surprise. Restez branchés, j'ai envie de vous laisser la surprise et ça va être quelque chose de beau. En tout cas, le plan est déjà bien en tête. Le plan est en tête, j'en dors pas.